Votre programme vous est présenté par Glidden. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Top Santé TV pour un nouveau numéro d'Envie. Nous allons passer une petite demi-heure avec une femme inspirante, à l'aise avec son corps et son image, une femme qui assume sa féminité et qui la revendique. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Flore Chéry, notre femme d'exception, journaliste et auteure spécialisée en sexualité. Bonsoir Flore. Bonsoir. Et notre invitée du jour est Valérie Hervault. Bonsoir Valérie. Vous gérez le plus célèbre des clubs libertins parisiens, Les Chandelles, depuis plus de 30 ans. Et vous avez également écrit un livre, Les Dessous des Chandelles, aux éditions du Cherche Midi, paru le 25 février dernier. Et dans cet ouvrage, vous ouvrez les portes de ce lieu mythique, mais également les portes de votre intimité. Vous racontez notamment un drame survenu lors de votre enfance. Vous avez été abusée sexuellement par votre grand-père à l'âge de 6 ans. Vous en avez ensuite parlé à vos parents qui étaient dans le déni. Vous êtes ce qu'on appelle une rescapée, on peut dire ça? Oui, bien sûr. Je crois qu'il était temps, c'est formidable qu'aujourd'hui on se soit parlé, parce que c'est plus possible de laisser tous ces enfants devenir souffrants et devenir des adolescents souffrants et mener une vie d'adulte souffrante, voire se retrouver complètement exclus de la société parce qu'ils sont tellement en difficulté qu'ils ne peuvent pas vivre bien. Donc c'est très bien. Donc c'est formidable qu'aujourd'hui la société se sent davantage concernée par la pédocriminalité et les conséquences. Est-ce que vous expliquez aujourd'hui le déni de vos parents à l'époque? Déjà, justement, vous le dites dans la question, puisque c'était à l'époque. Oui, c'est une histoire de temps. Oui, moi je pense que l'époque y contribue. Et puis, il s'agissait de mon grand-père, donc c'était quand même le père de ma mère. Donc, allez savoir, moi je soupçonne qu'il ait également violé ma mère. Donc, pour survivre, un enfant il doit idéaliser le bourreau. Et ô combien même elle n'eût pas été violée par son père, de toute façon, entendre ce que moi j'ai formulé, c'est aussi un choc. Je crois qu'il y a une femme là qui vient de sortir récemment un livre qui est sur les témoins de traumatisme, c'est-à-dire pas ceux qui vivent le trauma, mais le témoin direct, sont également en état de choc. Et je pense que pour mes parents, c'était totalement indigeste. Donc ils ont préféré indigeste et puis l'époque, je pense. Ils n'avaient pas les clés peut-être pour comprendre ce qui se passait aussi. Du tout. Et comment vous avez fait, vous, pour vous en sortir? Enfant, on n'a pas d'autre choix que de subir. Et je crois que il y a plusieurs choses. Il y a l'horreur qui est vécue, le corps broyé, qui devient un morceau de bois, et puis il y a les repères fondamentaux qui s'écroulent, puisque vos parents qui doivent vous protéger ne vous protègent pas. Donc les notions d'amour, tout devient faux, puisque vos parents qui vous aiment mal, donc forcément qu'après ça aura des conséquences. Et puis, moi ce qui me marque encore le plus, dans le corps, les sensations que je peux retrouver, c'est vraiment de vivre, de continuer de côtoyer cette personne. Parce que le grand-père, je l'ai côtoyé régulièrement. Oui, il n'est pas sorti de votre vie, quoi. Non. Et je sens, et je retrouve encore les sensations de mon corps où j'étais pétrifiée, tout s'arrête, quoi. En fait, les souvenirs que j'ai, c'est vraiment un enfant qui vit sous la terreur. C'est là, ça peut arriver. C'est une enfance stressée, il y a eu un stress qui est resté. D'insécurité, quoi. Une insécurité totale, oui. Et on ne peut pas trop se construire dans l'insécurité. Depuis le mois de janvier, il y a plein de témoignages d'inceste qui se multiplient sur les réseaux sociaux sous le nouveau hashtag MeTooInceste. Un Français sur 10 est victime d'inceste. Quel regard vous portez-vous sur ce mouvement? Je dirais que je pense que les chiffres sont encore en dessous de la réalité. Il y a encore des gens qui n'osent pas parler, vous croyez?
puis tous ceux qui ont préféré oublier pour se construire, puisque moi-même, à un moment donné de ma vie, Je pense qu'on passe tous par... je l'avais occulté totalement pour pouvoir survivre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que les chiffres sont occultés. Et puis, ce qui me fait dire qu'on est très loin de la réalité, c'est que pour l'instant, ce sont les femmes essentiellement qui dénoncent. Oui, les hommes ont honte encore de dénoncer. Mais qu'en est-il des hommes? Moi, je pense que, vous savez, il y a autant d'hommes... il y a autant de femmes maltraitantes que d'hommes maltraitants. Ça n'est pas genré, hein, la maltraitance. Donc je pense qu'il y a autant d'hommes. Oui, mais je pense qu'ils n'osent pas encore s'exprimer. Ah, ça, Moi, bien pour, sûr. pour en connaître, Non, mais pour en complètement. avoir discuté, je sais qu'ils ont... C'est encore quelque chose dont ils ont honte de parler. Et pourtant, c'est nécessaire de parler. Oui, oui, mais c'est certainement encore plus difficile pour les hommes parce qu'on leur a toujours fait endosser des obligations, des obligations, des obligations. Mais là, ce que vous dites est très juste, oui. Donc il y a encore du chemin à faire Oui, énormément. pour que... Qu'ils puissent s'autoriser. Oui, et puis on voit plus facilement une femme en victime qu'un homme en victime. C'est vrai qu'on place plutôt l'homme en tant que bourreau. Alors Parce que faire l'homme doit comprendre- protéger. Sa Oui, fonction, là, c'est de protéger. C'est surtout pas d'être victime, donc de protéger la femme. Alors que la femme, elle veut pas non plus qu'on la laisse dans cette place de victime. On veut juste être reconnue victime au moment où il y a eu... Mais c'est pas une identité d'être Mais ce n'est pas une victime, bien identité, sûr. c'est ça. Est-ce que vous avez un message à adresser aux autres victimes d'inceste? Surtout de ne pas rester seule avec ça. C'est-à-dire que si toutefois leur parole n'est pas entendue au sein de leur famille, c'est d'aller à la police, d'aller chercher un spécialiste, un médecin, en parler autour de soi, surtout ne pas garder ça pour Il y soi. a des groupes de soutien aussi maintenant qui Et oui, et il y a sont des de plus groupes en de plus nombreux, un peu sur la forme américaine au final, où eux Oui, ils sont en il y a avance. l'association Ivy, qui est une très grande association et qui organise énormément de groupes de parole. Je parle de cette association parce que je pense que c'est celle qui a le plus de cellules dans toute la France. Les résilientes aussi, moi je connaissais. Oui, il y a les résilientes également, qui est beaucoup plus récente. Mais elle se bagarre Oui. beaucoup. Oui, C'est oui. pour ça que C'est j'en une parle, jeune parce que c'est une femme super. Ivy, la présidente d'Ivy, c'est celle qui a, je crois, osé écrire le premier livre pour dénoncer ce crime. Donc c'est déjà très très ancien. Comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier son corps quand on est victime d'inceste? C'est un chemin. C'est un chemin parce que déjà, moi je sentais bien, j'ai parlé pour moi, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, mais comme on ne sait pas pourquoi ça ne tourne pas rond... Qui tournait pas rond? Dans sa globalité ou avec, Oui. avec votre rapport à votre corps? Dans la globalité, Un mal-être? oui. Grand mal-être, extrêmement angoissé, et puis une incapacité à sentir, une incapacité aussi à ressentir du désir. Enfin, c'est-à-dire que je ne sentais pas mon corps. Je me vivais comme l'autre me voyait, mais c'est-à-dire, voilà, j'étais demeurée, je suis demeurée pendant très très longtemps l'objet à faire plaisir à l'autre. Je ne me vivais pas du tout en sujet. Donc c'est tout un chemin, c'est très très long. Le démarrage de ce chemin, il commence par quoi? Je crois, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai eu beaucoup de chance d'aimer la danse, par exemple. Oui, et alors ça, beaucoup de personnes disent que c'est nécessaire que grâce à la danse, on se réapproprie vraiment Oui, son parce corps. qu'on apprend à sent l'aimer en plus. la danse, la respiration, c'est-à-dire c'est de prendre conscience de toutes les cellules de son corps et que voilà, qu'il y a quelque chose qui vit, quoi. C'est pas que du reprendre le bois. contrôle sur son corps d'une certaine façon. C'est ça. C'est se réapproprier son corps. Ça paraît complètement fou, parce que ça devrait être naturel. Mais c'est de se dire, mais mon corps est à moi, et je joue avec mon corps, moi, et avec d'autres si j'ai envie. Vous avez rencontré votre mari à l'âge de 23 ans, et dans votre ouvrage, vous dites « Il est mon tout, je choisis de n'être plus rien ». Vous étiez sous emprise? Oui. C'est-à-dire que je crois que j'étais pas, c'est même sûr, j'étais pas du tout correctement construite et finalement j'ai rejoué une relation toxique, c'est-à-dire j'ai rejoué ce que je connaissais. Je retournais chercher quelqu'un de maltraitant. Et comment vous en êtes sortie de cette relation toxique? Ça a été très compliqué, très très long, parce que la toxicité c'est un poison, c'est comme la cam. Je pense que C'est une addiction, parfois. ouais. une addiction. Ouais. Une addiction, donc pour s'en défaire, je savais, très très vite, j'ai su qu'il fallait que je le quitte.
Mais j'étais dans l'incapacité de le quitter parce que, déjà, je pense que je souffre d'abandonnité aiguë. Et tout à l'heure, elle parlait des borderline. Moi, j'étais une très, très bonne une très, 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 très grande borderline. État limite, c'est la même chose. Et puis, mon ex-mari était plutôt pervers, tendance psychopathe. On était tous les deux bien pétés. Donc, l'incapacité. Non, c'est vrai, il faut dire les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème de dire d'où j'étais, avec quoi je suis partie. Un inceste a créé des dégâts psychiquement. Donc, soit on a la chance de pouvoir aller mieux. Donc, l'incapacité de le quitter, donc je me suis enterrée, mais de la même façon que je ne faisais que rejouer mon histoire. C'est-à-dire que j'ai été abusée, violée par le grand-père enfant, j'ai été enterrée vivante, et je suis retournée dans un cercueil différent, parce que j'ai cru que j'étais... je croyais être libre, mais libre de rien du tout. Et vous étiez en quête de liberté? Ah oui, ça a toujours été, évidemment. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de créer un club libertin confectionné pour la gente féminine? Non, j'ai décidé, pas tout à fait, puisque c'est mon ex-mari qui m'a suggéré, donc je suis allée dans son désir, mais je reconnais que ce qui a été formidable pour moi quand j'ai découvert cet univers, c'est de... comment vous dire? Déjà, il n'y a pas de... lorsqu'on va dans un club, tout le monde, on s'intéresse à tout le monde, peu importe, je dirais, la carte de visite des uns et des autres. Ça, j'appréciais beaucoup. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que je recevais des couples qui me semblaient amoureux, en tout cas, et moi, j'ai pas eu vraiment un modèle parental formidable. Donc ça me mettait en joie à 23 ans ou 20 ans quand j'ai découvert cet univers de rencontrer beaucoup de couples qui semblaient en tous les cas s'aimer, et puis surtout un lieu où il était possible de vivre une sexualité de façon ludique et dans la joie. Alors ça pour moi c'est devenu une évidence. Il me semble, Fleur, qu'il existe plusieurs types de clubs libertins. Oui, alors on parle souvent des clubs secs et des clubs humides. C'est quoi la différence? Ça me fait rire, moi, franchement. Oui, alors la différence, expliquez-moi, typiquement moi, je sais pas, les chandelles, ce serait plus un club sec puisqu'on se rencontre autour d'une discothèque ou autour d'un verre, alors qu'un club humide, c'est un lieu, un établissement libertin où il y a un hammam, jacuzzi, et on va se rencontrer souvent en paréo et autour de ces lieux-là. Donc c'est un peu deux salles En gros, de il y en a un ambiance. où tu es habillé et l'autre pas. L'autre, on est habillé, on vient avec ses vêtements, plutôt de façon élégante, très souvent dans les clubs libertins. Pour l'autre, on laisse ses vêtements dans un vestiaire, on met son paréo, on est nu sous son paréo et on va rencontrer les autres clients, les autres membres de cette façon-là. On se présente prêt à consommer, quoi. Voilà, c'est un peu... C'est vrai, alors certains... Ça vous plaît pas? Certains Non, le ça me voient fait comme rire. ça, Non, mais non, ce oui. qui m'amuse beaucoup, c'est... Enfin, moi, ce vocabulaire, je ne l'ai pas. Pardon, vous avez dit oui, sec et humide. J'ai découvert récemment vrai, pourquoi oui. sec et humide. Ça me fait rire, moi. Ça me fait vraiment rire. Est-ce que ce club vous a permis de prendre une petite revanche sur les hommes? Alors, je crois qu'au départ, c'était inconscient, puisque très rapidement, j'ai compris que je devais m'assurer que les femmes étaient d'accord de venir aux chandelles. Et c'est vrai que l'endroit où j'ai pu prendre ma revanche sur les hommes, c'est lorsque j'ai senti que des hommes étaient pas bien intentionnés avec la femme qui les accompagnait. C'est-à-dire que soit ils ne leur avaient pas dit qu'ils les emmenaient dans un établissement comme les chandelles, soit ils exigeaient qu'elles portaient de telle tenue, soit ceci. Voilà, oui. Et Alors comment vous... Ah, ben, j'ai toujours été... je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus mesurée. Mais à ce moment-là, comme tout était inconscient, je subissais plutôt mon histoire que de la transformer, d'en faire quelque chose. Oui, je pouvais être extrêmement sévère et, avec ces hommes, oui, qui pour moi sont des hommes maltraitants. Et l'irrespect, c'est de la maltraitance, de toute façon. Alors l'idée d'ouvrir ce club, elle est née comment? Je crois que c'est mon ex-mari qui me l'a proposé un jour, comme ça, j'allais dire entre la poire et le fromage, non, mais c'était presque ça, quoi. Et vous avez dit oui tout de suite? Oui, parce que j'ai toujours aimé, déjà, moi, dès que j'ai pu sortir danser, je dansais toute la nuit. Vraiment, la musique m'a toujours plu, la danse, la discothèque classique, déjà, pour moi, c'était une ambiance formidable. Et je vous dis, là, en plus...
voilà, je rencontrais des gens qui s'aimaient et en plus, on pouvait vivre librement une expérience érotique et dans la joie. Enfin, pour une fois, la sexualité était vécue de façon, comment dirais-je, Récréative. oui, récréative, c'est ça, et puis joyeuse. Pas cachée, parce qu'en fait, on cache quand c'est. Enfin, on cache. Après, on parle d'intimité, c'est différent, mais très souvent, lorsque ça n'est pas parlé dans une famille, enfin. Moi, à mon époque, la sexualité, on n'en parlait pas parce qu'il y a des choses, justement, qui sont à cacher. Et comment on arrive à gérer un club pendant plus de 30 ans, un club libertin? Je crois que le succès il repose sur tout ce que j'avais besoin de créer, qui correspondait finalement à mes manques abyssaux, c'est-à-dire retrouver mon désir, ça a été de créer, de recréer des soirées aux chandelles, afin de créer cette atmosphère où il y a du mystère, où il y a un temps de rencontre, un temps au prélude. Voilà, je crois que c'est vraiment être dans la création, créer en permanence. On est allé vous rencontrer dans la rue et on vous a demandé, est-ce que pour vous, les clubs libertins sont passés de mode? Non, je pense pas que ce soit passé de mode. Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont des envies particulières et de toute façon, je pense pas que ce soit une question de mode, hein. C'est une question d'envie. Il y en a toujours eu dans l'histoire et il y en aura toujours. C'est en fonction des attirances de chacun. Écoutez, je sais pas du tout parce que j'ai pas d'expérience dans ce domaine, donc je peux pas vous dire. C'est nécessaire pour l'équilibre psychologique de beaucoup de gens. Même au XVIIe siècle, les clubs libertins existaient. Maintenant, il y a une espèce de réserve à accepter ce genre de choses. Pas du tout, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et je trouve que c'est très d'actualité parce que c'est très dans la libération de la sexualité et que c'est pas du tout passé de mode. Je pense pas, il y a une clientèle pour ça. Hein. Je pense que tout existe, le monde est vaste. Il faut de tout pour faire un monde. C'est une sexualité qui est un peu débridée, mais bon, où c'est fantasmes. Les gens recherchent à chaque fois des choses pour pimenter un peu leur sexualité. Donc les clubs libertins, pourquoi pas. Bon, les chandelles ont encore de beaux jours devant eux. Vous avez probablement assisté à des scènes extrêmement chaudes. Est-ce que ça vous a dérangé? Disons que très chaude, vous faites certainement allusion aux parties de jambes en l'air, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà, bon. Oui, j'ai fixé des limites. Je l'avoue dans mon établissement parce que déjà, quand j'ai démarré, j'étais jeune, pas très expérimentée peut-être, même de tous les jeux sexuels possibles. Donc j'ai peut-être aussi voyagé avec ma clientèle. Mais par contre, je ne regrette pas d'avoir mis des restrictions au départ, que finalement, même si j'ai pu moi-même voyager ensuite, ce sera toujours non. Par exemple, je refuse certaines pratiques sexuelles dans mon établissement, qui sont de l'ordre, par exemple, du SM, enfin d'une certaine pratique de tous ces... Pourquoi? Parce que je sais que je reçois une clientèle qui peut être dans les primo-débutants. Voilà. Donc, et j'estime qu'il faut être prêt à certains jeux sexuels. Il faut que ce soit, à mon sens, je suis trop respectueuse de la sexualité des autres pour leur imposer quelque chose qu'ils n'ont pas délibérément choisi. C'est pour cela que je trouve que parfois, je trouve que le terme bar à fantasmes, ça peut être pas mal dans le sens où on est prêt pour un jeu, on choisit ce jeu. Mais c'est comme lorsque on choisit d'aller faire les boutiques, on décide qu'on veut une jupe et si on nous vend un pantalon, on ne va pas être contente. C'est un peu la même chose. Donc oui, il y a des choses qui sont... Le libertinage a différents visages, Flore? Oui, alors c'est différents visages, je dirais, dans toute la France. C'est vrai que là, on parle peut-être d'un libertinage qui est, entre guillemets, parisien. Oui. Mais si on va par exemple au Cap d'Agde, c'est vrai qu'on peut avoir un libertinage qui va être tout autre, empreinte d'une culture
qui est celle du Cap d'Agde, qui est une culture presque naturiste. Donc c'est vrai qu'on va avoir un rapport au corps qui va être complètement différent, que les gens vont se promener tout nus et, sur la plage et avoir d'autres pratiques. Et c'est vrai qu'à Paris, mais à Paris ou comme d'autres lieux, si vous allez au Japon et que vous allez dans des clubs libertins au Japon, ça ne va pas du tout être la même chose que les clubs libertins de Paris. Parce que je pense que les clubs libertins sont aussi liés à le rapport à la pudeur du pays, le rapport à la sexualité que l'on a en France. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut vivre le libertinage de façon très différente si on est à Paris, si on est dans le sud de la France, si on est au Japon ou si on est en Allemagne. Voilà, chacun a un peu sa propre culture par rapport au libertinage, je pense. Ah oui, je suis d'accord. Et puis, je trouve que c'est quand même plutôt bien qu'il y ait des offres différentes. C'est vrai. Parce que la sexualité est tellement large et variée, on a tous une approche de la sexualité différente. Hein. Déjà dans un couple, il faut parfois se retrouver sur des... Parce que, voilà. Donc c'est important qu'il y ait des offres totalement différentes. Quand on va au Cap d'Agde, on sait ce qu'on va trouver. Quand on vient aux Chandelles, aujourd'hui tout le monde sait ce qu'ils vont trouver. Quand on va... Voilà, je crois que... Et puis il y a des clubs aussi SM à Paris, s'il y a des gens qui oui, aiment voilà, ce type exactement. de jeu, Mais au moins, bien ils sûr. savent, quand ils vont dans cet endroit, que c'est ce type de jeu. Ouais. C'est comme lorsqu'on va chez Démonia, on sait pourquoi on y va. Si on va C'est quoi, chez, Démonia Alors c'est une grande soirée plutôt SM où les gens s'habillent en latex ou en vinyle. oui, moi je voilà. pensais même à la boutique. Il y a une Oui, boutique. c'est une boutique aussi. Je pensais à la boutique. Donc si on va là, on sait ce qu'on va acheter. Si on va dans une boutique, si on va chez Fifi Chernil, on sait que c'est pas voilà. Et si à mon avis on veut l'un et on se trompe d'adresse, on se trompe vraiment d'adresse. Voilà, Et dans votre club, vous occupez une place stratégique, la porte. Vous Oui. occupiez la porte. Vous étiez intraitable sur la tenue des clients. Pourquoi ? Bon, pourquoi c'est ce que l'on me prête comme façon d'être. Il est vrai que bon, je suis attachée à un certain apprêtement peut-être pour sortir, parce que je trouve que pourquoi les couples viennent dans mon établissement? Parce que très souvent, évidemment, il y a ceux qui veulent du jeu supplémentaire, et puis il y a ceux qui se disent bon, on s'amuse un peu moins souvent, donc ce serait peut-être bien qu'on rallume un peu la flamme, qu'on s'occupe de notre désir. Et je crois que prendre soin de son désir, c'est aussi se préparer à un rendez-vous en tête-à-tête avec son homme ou avec sa femme ou avec son partenaire. Et s'apprêter fait partie de ce temps et de l'émerveillement qu'on peut susciter à son partenaire ou à son amoureux. Ça commence en fait avant d'arriver, quoi. Avant C'est dans la d'arriver. préparation. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous faites pour déceler quand un couple vient s'il y a une des deux personnes qui n'est pas consentante? Enfin, je veux dire, ça doit vous arriver quand même. Oui, je trouve quand même de moins en moins, mais ça arrive encore, évidemment. Il y a encore des goujats, mais il y a aussi... il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une femme aussi qui est venue avec un jeune homme qui ne savait pas du tout où il venait, il était très surpris. Et là, vous les refusez quand c'est comme ça? Ah oui, bien sûr, parce qu'il n'est pas question que... c'est un choix que l'on fait, il faut quand même être au fait de... Pour moi, c'est quand même un lieu qui n'est pas anodin, puisqu'il y a du jeu, il y a de la rencontre, mais il y a aussi de la sexualité. Et la sexualité, c'est quelque chose... C'est un cadeau de la vie. Quand on a la chance de pouvoir vivre bien dans son corps et vivre son désir et avoir une sexualité épanouie. Mais ce n'est pas en violant la sexualité de l'autre. Et j'estime que finalement, venir avec quelqu'un dans ce genre d'endroit sans lui avoir dit, pour moi, il y a une forme d'abus. Donc ce n'est pas tolérable, non. Qu'est-ce que vous préférez dans votre club? L'ambiance, l'accueil? Moi, je crois l'ambiance. L'ambiance, finalement, l'ambiance, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une certaine légèreté aussi, parce qu'on sait que les invités savent que tout est possible, mais qu'il ne se passe rien. Mais il y a cette légèreté-là. C'est possible. Dans les clubs libertins, il y a toujours un risque de transmission d'IST. Quelle politique vous avez-vous dans votre club face à ça? Port du préservatif obligatoire? Oui, mais ça ne se discute même plus, quoi. C'est ou l'homme ou la femme, mais en tous les cas, dans la relation, c'est clair que les gens que je reçois se protègent. C'est une évidence. C'est le cas dans... Oui, dans beaucoup de clubs libertins, il va y avoir des distributions gratuites, évidemment, de préservatifs, parfois de lubrifiants. Je crois que les chandelles, on le voit dans votre livre, distribuent aussi des pastilles à la menthe pour la laine.
Donc c'est vrai que l'hygiène, et puis il y a toujours un endroit aussi où on peut se laver, où on peut se nettoyer après la sexualité pour se débarrasser des fluides. Donc c'est vrai que les clubs sont très bien équipés pour que l'hygiène soit vraiment bien respectée entre les partenaires. Et là, avec la situation actuelle, la pandémie, comment on fait pour respecter des gestes barrières? Est-ce qu'il y a des mesures que vous allez devoir obliger à respecter? Si je m'en tiens au texte, il y a aucune. C'est-à-dire que si je m'en tiens au texte de nos gouvernants, ils nous mettent sur le même plan qu'un restaurant finalement. Donc l'important c'est que on peut enlever son masque à table. Voilà, exactement. Donc quand vous êtes à table, assis ou allongé, vous pouvez enlever votre masque et faire ce que vous voulez de vos papilles. On le remet pour les déplacements. Et on le remet pour les déplacements. On le remet pour aller aux toilettes. Est-ce que vous avez d'autres règles dans votre club? Des règles. Enfin, pour moi, c'est bon, le mot règle. On est assez abasourdi toute la journée avec les règles. Donc, dans mon établissement, j'essaye qu'il y ait un peu moins de règles. Par contre, il y a une question il y a quelques. Oui, le fait, par exemple, de laisser les portables à l'accueil, mais c'est une question de bonne éducation et de bon sens. De sécurité pour les gens qui sont exactement. Dans l'établissement, bien sûr. Les vidéos, tout ça. Il y a aussi pas mal d'applications de rencontres libertines qui se multiplient. Est-ce que vous pensez que ça change la sexualité de nos jours? Pour moi, c'est-à-dire le club, c'est le club. C'est pas la même chose pour vous, quoi, en fait. Non, parce que lorsque vous allez sur un site pour rencontrer on va dire, pour organiser un plan de sexe, vous choisissez un plan de sexe et vous rencontrez et puis vous consommez le plan de sexe. Quand vous allez dans un club, éventuellement ça arrivera. Déjà, vous ne savez pas avec qui parce que vous ne l'avez pas rencontré avant. Parfois, mais c'est surtout que c'est l'avant qui est important, c'est le fait de se rencontrer, de parler de choses et d'autres, de prendre un verre, de prendre le temps de dîner au restaurant avec des amis, de danser. Tout cela, vous ne l'avez pas sur un site de rencontre. Je pense que ça appartient vraiment au club. Pour moi, le club libertin, comme j'ai pensé les chandelles, c'est plus un esprit ou discothèque, ou bar, ou restaurant avec de la musique, et il est possible d'avoir en plus la partie de jambes en l'air. Mais c'est pas, ça n'est pas que centré sur la sexualité. Ouais. Et puis en plus, la sexualité, pour moi, alors contrairement à ce qu'offrent ces applications, c'est vraiment centré sur la génitalité. Bon, la sexualité, pour moi, c'est quand même beaucoup plus grand. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que les Chandelles, je pense, est un des clubs qui a le plus travaillé la partie séduction au préalable. C'est-à-dire qu'il y a carrément un espace restaurant, l'espace de rencontre est assez vaste. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, sur les applications de rencontre, en effet, on peut renseigner l'orientation sexuelle ou les kinks, entre guillemets, les envies sexuelles des participants. Mais il y a quand même, je pense qu'il faudrait le dire, beaucoup de soirées qui sont organisées où les gens parfois juste se rencontrent, échangent. Il y a des soirées qu'on appelle verticales entre libertins, donc pas horizontales. Pourquoi on les appelle verticales? Parce qu'on ne se met pas à l'horizontale. Et donc c'est fait juste pour que les gens se rencontrent, échangent, trouvent peut-être des affinités pour peut-être plus tard ou pas passer à l'acte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, et comme sur les sites de rencontres, oui, il y a des applications qui sont faites pour de la rencontre rapide. Maintenant, on peut aussi faire des belles rencontres qui perdurent dans le temps. Il y a un petit peu de tout et j'ai le sentiment que dans le libertinage, c'est ça aussi. Je pense qu'en ligne, on peut aussi avoir cet aspect séduction, rencontre, voire se faire une belle bande de potes avec qui sortir régulièrement en boîte de nuit. De plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a des histoires, de belles histoires qui peuvent commencer en ligne et après terminer aux chandelles aussi. Oui, c'est ça, pas. Les deux sont... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais peut-être que c'est aussi une question d'habitude. Mais le fait de se rencontrer en vertical, c'est aussi organiser une soirée chez soi, non? N'est-il pas? Pas nécessairement. Ah non, ça peut être dans des bars. Il y a même un restaurant qui est dédié à la communauté libertine à Paris. Et il n'y a pas de coin câlin. Donc c'est vraiment fait pour que les gens puissent venir
rencontrer un couple, se chauffer un petit peu, entre guillemets, en before, et puis après, ils ne savent pas comment se termine la soirée ou si ça se termine quelque part ou pas. D'accord. Il y a vraiment des endroits maintenant qui se spécialisent là-dedans, parce que je pense que là où vous avez raison, c'est que pour la communauté libertine, la rencontre, la séduction, voire même l'amitié, voire même la camaraderie, c'est quelque chose de très important. Ouais. Et le sexe aussi, mais après, Oui, en oui, deuxième temps. complètement, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, ce que ça prouve, c'est que le libertinage, c'est quelque chose qui est presque plus tabou maintenant, en fait. De moins en moins. je De pense, moins en bien moins, sûr. quoi. Oui, de moins en moins. Enfin, en tout cas, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Avec plaisir. Merci à Valérie, vous pour de le m'avoir- témoignage que vous nous avez apporté. Évidemment, merci à Flore pour sa présence si délicieuse. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro d'Envie. Votre programme vous a été présenté par Glidden.